Bien, je vous propose quelques règles. La table ronde va durer 1 heure, nous emmène jusqu'à 16h15. On va parler d'handicap invisible, des difficultés de reconnaissance sociale. On va faire un zoom sur la vie des aidants. On va parler de notions d'errance médicale. 6 parcours de vie, on va découvrir 6 parcours de vie avec nos invités. Et puis, pour nous accompagner dans l'animation de cette table ronde, le docteur Meriem Farah, ici au centre du plateau. Vous êtes praticienne hospitalière, vous animez des ateliers d'éducation thérapeutique depuis 10 ans, pratiquez entre autres l'hypnose médicale, les entretiens motivationnels. Vous êtes ce qu'on appelle interniste, si je puis me permettre de simplifier comme ceci. Vous synthétisez les diagnostics de plusieurs confrères et consoeurs, et c'est ça le boulot d'un interniste sur les maladies rares. Un complément sur la... C'est bon, j'ai bien défini? Ah ben tout va bien alors. Parfait. Eh bien, on va faire donc un premier tour de table avec nos invités. On va découvrir leur histoire, leur vie au quotidien. Et puis, docteur, vous intervenez comme vous voulez pour faire une vue hélicoptère, un zoom arrière, voir un peu de théorie pour décrypter ce qui est expliqué. Puis dans un deuxième tour de table, monsieur, mesdames, on évoquera le parcours de soins à côté de la maladie, ce que vous mettez en place pour contourner, oublier, combattre la maladie pour être plus fort et plus forte que la maladie. On va commencer avec vous, Delphine Follet. Delphine, vous êtes ici, vous êtes de Neuville-en-Ferrain, ça fonctionne, ça fonctionne tout. Nous avons des super ingé-sons là-bas, normalement ça fonctionne, c'est branché. Vous êtes de Neuville-en-Ferrain, vous êtes touché comme Sana par le syndrome d'Ehlers dans l'os, une maladie génétique transmise à vos 2 filles, Naël et Maëline, qui ont 17 et 14 ans. Ça se traduit, Sana l'a dit, par des douleurs, de la fatigue, des migraines. Vous avez toujours eu cette pathologie. Quand vous étiez plus jeune, les médecins n'ont pas été tendres avec vous. Racontez-nous ça. Alors oui, effectivement, le mot tendre est très gentil, puisque c'est quelque chose qui est très compliqué quand on a ce type de pathologie, alors qui est vrai pour le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, mais pour d'autres pathologies rares. Hein. C'est que ce sont des pathologies qui sont méconnues bien souvent du généraliste, et ça c'est une évidence, mais aussi de certains spécialistes. Et donc pendant très longtemps, puisque moi j'ai été diagnostiquée à 36 ans, pendant très longtemps, on a souvent un retour des médecins qui est de dire que c'est dans notre tête. Alors comme disait Sana, hein, c'est vrai qu'on l'entend tous, c'est dans notre tête, on affabule, parfois on nous psychiatrise hein, en nous disant qu'on est dépressif, qu'on supporte pas le quotidien, etc. Et ça c'est vrai que c'est très contraignant pour le patient de pas se sentir entendu et reconnu dans ses difficultés, dans ses symptômes. J'ai envie tout de suite de me retourner vers vous, docteur. Comment se fait-il que vos confrères puissent trouver les patientes, et ici Delphine, hypochondriaque, vous n'avez pas cité le terme, mais affabulatrice, comment ça se fait? Comment ils peuvent agir comme ça, vos confrères? Expliquez-nous. Finalement, effectivement, là on rentre vraiment dans le cœur de la problématique de la maladie rare, puisque par définition, donc, on est sur des maladies rares, donc la prévalence est finalement pas fréquente. On a des médecins qui sont dans le parcours de soins, puisqu'on est aussi sur la thématique du parcours de soins, on rentre finalement par le biais du médecin généraliste, qui n'est pas formé lui-même à ces maladies rares. Alors maintenant, on essaye du coup dans les formations médicales d'introduire ce qu'on appelle par exemple la culture du doute chez les généralistes pour justement se poser des questions quand on n'arrive pas à identifier une pathologie. On a d'autres problématiques là qui ont été abordées finalement par Sana ou par Delphine directement, ce qu'on appelle le handicap invisible, c'est-à-dire le fait de finalement ne pas voir de symptômes, mais avoir par exemple une problématique de douleur. Et donc la douleur, comme elle est propre au vécu de chacun, et finalement elle peut pas être vraiment visualisée par des paramètres biologiques ou par de l'imagerie classique. Et donc on rentre dans cette problématique de l'errance diagnostique dans les maladies rares. Alors on va en reparler plusieurs fois là dans l'après-midi, mais il faut savoir que dans l'errance, on a finalement différents temps. On a le temps patient, où parfois même le patient n'ose plus du coup parler de ses symptômes parce qu'il a peur justement de la réaction, que ce soit des proches ou de spécialistes. Le temps de la médecine générale, qui elle-même du coup peut être un temps, qui peut être un timing assez long. Et puis finalement après on a le temps de la médecine de spécialité, qui lui-même peut mettre un certain temps, parce qu'on a par exemple des diagnostics génétiques où on se dit enfin on rentre chez le spécialiste, on va avoir un diagnostic, et finalement il faut parfois attendre encore des mois voire des années. Je pense qu'on aura l'expérience de chacun pour reparler de ce genre de problématiques. Donc l'idée c'est de se dire on est sur des groupes très hétérogènes de maladies avec finalement une prévalence qui n'est pas suffisante pour permettre aux médecins généralistes de poser un diagnostic très rapidement.
D'où le temps que ça peut prendre, ça se mesure en mois et en années. Exactement. Delphine, après votre première grossesse qui date de 2005, 2006, 2005, vos symptômes ont empiré, puis vous avez eu aussi également une deuxième grossesse plus compliquée. Comment ça s'est passé depuis? Donc diagnostic en 2011, parlez-nous de votre quotidien. Alors, quotidien très compliqué, puisque c'est une pathologie qui, au quotidien, est assez lourde à porter, avec beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue, beaucoup de symptômes parfois inexpliqués, mais avec aussi la chance qu'on a d'avoir une pathologie dans laquelle, même s'il n'y a pas de traitement curatif, il y a beaucoup de traitements qui peuvent être un vrai accompagnement pour le patient, une amélioration de sa qualité de vie et de son quotidien. Et donc, c'est créer un parcours de soins, créer un réseau de soignants, arriver à devenir acteur de son propre parcours de soins, parce que dès lors qu'on va devenir acteur du parcours de soins, finalement, on rentre dans une dynamique complètement différente, on a une approche différente vis-à-vis des praticiens également, et du coup, on intègre vraiment une dynamique où on ne vit plus la maladie comme une fatalité, mais on apprend à vivre avec. On apprend à vivre avec et on l'apprend à bras-le-corps. On verra dans un deuxième temps ce que vous mettez en place, notamment en milieu associatif. On vient de parler d'errance médicale, on va parler d'errance administrative avec vous, Philippe Cotte. Le parcours de soins est médical, il est aussi administratif. Vous savez quel parcours pour vous? Vous êtes de Beuvrages, près de Valenciennes, vous avez 59 ans. Votre épouse Nathalie est âgée de 54 ans. Vous avez 2 enfants de 27 et 25 ans. Nathalie est touchée par la maladie d'Huntington, une maladie héréditaire qui se traduit par une dégénérescence neurologique provoquant des troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques. Le tournant pour vous, c'est 2009. Vous pensez que c'est là que Nathalie a déclaré la maladie, suite à la fois au décès de sa maman et à votre propre accident de moto au cours duquel vous avez, Philippe, perdu une jambe. Nathalie va travailler jusqu'en 2011. Elle avait la crainte de faire le test, de peur de voir le verdict tomber. On rappelle que c'est héréditaire, la maman décède de la maladie. Et c'est ensuite, à partir de là, que les obstacles se sont enchaînés. Racontez-nous ce qui se passe depuis une dizaine d'années maintenant. Oui, donc elle s'est arrêtée de travailler en 2011. Donc elle a eu droit à ses 3 ans d'indemnité journalière. Donc au bout des 3 ans, on a fait la demande d'invalidité, qui a été dans un premier temps refusée par le médecin conseil, parce qu'il a dit qu'elle simulait et qu'elle devait reprendre le travail. Donc on a fait appel de la décision. On a vu un deuxième médecin conseil qui lui a refusé également la demande d'invalidité. Et donc Nathalie a dû revoir le médecin du travail pour la reprise du travail, qui lui s'est totalement opposé à la reprise du travail, vu que Nathalie était infirmière et qu'elle n'était pas capable de gérer son travail. Donc sortie de là, elle a été mise sur une voie sans issue, parce qu'elle ne pouvait pas reprendre le travail. Et puis la validité a été refusée. Et comme Nathalie refusait de faire le test, pendant 4 ans, on a traîné. Depuis 2014, elle n'a plus de ressources. En 2018, elle s'est décidée à faire le test, qui était positif. Donc le neurologue a dit de faire la demande d'invalidité. Et la demande d'invalidité a été refusée parce qu'elle ne rentrait plus dans le cadre. Donc moi j'ai pris un avocat par la suite pour m'en sortir. On est passé une première fois au tribunal de pôle social de Valenciennes, qui a confirmé le refus de mise en invalidité. On a fait appel de la décision, et si on vient de passer en décembre 2022 la cour d'appel d'Amiens, qui a confirmé le refus de mise en invalidité de Nathalie. Parce que notamment la maladie est reconnue à partir du moment où on fait le test, mais c'est la Sécu, voilà. C'est pas rétroactif, c'est voilà. Ça toute la problématique. La Sécu considère que Nathalie est malade à partir de 2018 et que tout ce qui était avant, elle considère que ça ne correspond pas à la maladie. Donc vous allez en justice à l'occasion des frais d'avocat? Oui, j'en suis à 7 000 € de frais d'avocat. Vous pouvez monter en cassation européenne, mais ça occasionnerait d'autres frais, évidemment. D'autres frais, donc je préfère arrêter. Et puis il y a une petite fenêtre qui s'entrouvre, vu que en octobre 2022 a été votée la déconjugalisation de l'AAH.
Donc Nathalie aura droit à la hache en octobre 2023. Elle sera mise en place en octobre 2023. Enfin, si je puis dire, en 2023, une bonne dizaine d'années après, oui. Quelques subsides, quelques indemnités, c'est plutôt symbolique. Oui, symbolique. C'est plutôt symbolique. Donc l'AAH, l'allocation adulte handicapé. On viendra tout à l'heure avec vous, Philippe, sur ce que vous mettez en place pour vous-même, notamment vous participez à des groupes de parole. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, peut-être que de voir là justement que on dépasse complètement finalement la problématique médicale pure et qu'on part du coup sur des difficultés qui sont d'ordre administratif. Alors là, on parle du côté professionnel, mais il peut y avoir aussi un énorme retentissement sur la vie personnelle, la vie familiale. Donc finalement, là, on brasse du coup des difficultés qui sont des difficultés d'ordre administratif, mais avec un retentissement psychologique qu'on peut imaginer énorme, financier du coup assez considérable. Et ce qui est assez aussi important de souligner, je pense, c'est que dans l'histoire personnelle de chacun, par exemple pour cette maladie où il y avait des antécédents du coup familiaux, avec on imagine là, à nouveau les répercussions sur la famille, finalement il y avait presque l'inquiétude de porter un diagnostic, alors que parfois dans d'autres histoires, comme par exemple ça a l'air d'être le cas pour Delphine, quand on rentre du coup dans un diagnostic, finalement il y a quelque part un espèce de soulagement de se dire voilà, enfin j'ai un mot, un diagnostic qui a été posé sur mes difficultés. Et là, à l'inverse, finalement, on voit que dans le vécu, ça peut être complètement différent en fonction de l'histoire de chacun ou de chacune. On va accueillir ici, sur la gauche du plateau, Camille Stoven. Vous êtes, bonjour, vous êtes maman de Nell, qui a 11 ans, maman de Nell et de 3 autres filles. Nell est atteinte d'une maladie liée au chromosome X, qu'on appelle syndrome DDX3X. Ça touche environ 700-800 jeunes filles dans le monde et 10 familles sont concernées en France. Cela se manifeste notamment par des retards dans son apprentissage. Elle a été diagnostiquée à 6 ans et demi. Elle est orientée en milieu spécialisé. Alors vous êtes orthophoniste, votre mari est kiné, ça veut dire que vous êtes tous les deux, vous travaillez tous les deux dans le paramédical. C'est à la fois bien et pas bien de travailler dans le paramédical quand on a un enfant atteint d'une maladie rare. Oui, effectivement, quand les difficultés se sont signifiées dès les premiers mois de vie de Nell, on était encore loin d'une pose de diagnostic et effectivement là, on a vécu effectivement l'errance médicale aussi à ce niveau-là, mais en étant tous les deux concernés par la problématique du handicap et de la prise en soin dans nos vies professionnelles, on n'a pas eu à bénéficier de cette lenteur et du temps médical dont certaines familles se plaignent parce qu'effectivement on a des fois l'impression que ça va trop lentement, que les portes sont longues à s'ouvrir, on ne sait pas où aller. Mais des fois c'est nécessaire dans le cheminement et dans l'acceptation des difficultés de notre enfant. Nous, on n'a pas eu à choisir entre l'évidence du handicap et le chemin d'acceptation. Moi, ma vie professionnelle était déjà depuis quelque temps orientée sur la prise en charge de patients en situation de handicap. Et quand au premier mois de vie de Nell, on a réalisé que les premiers apprentissages se mettaient pas forcément correctement en place ou qu'il y avait des hétérogénéités. Voilà, tous les sigles atroces du monde médical et paramédical, de la MDPH, des IEM, des IME, du CAMS, me sont apparus comme une évidence. Et donc, effectivement, c'est extrêmement violent d'être parachuté dans ce monde-là avec une telle rapidité. Et finalement, c'est une grande chance pour Nell, malgré tout. On dit toujours qu'on ne choisit pas sa famille. Je pense quand même que les enfants choisissent leurs parents et Nell a finalement eu de la chance d'avoir des parents conscients et immédiatement concernés par le handicap parce qu'on a pu actionner des bras de levier très vite. On n'a pas attendu. Alors on a été terrassé malgré tout par cette évidence. L'IRM, quand elle avait 17 mois, qui objective effectivement une anomalie cérébrale. La question se pose quand je suis enceinte de sa petite sœur, quand on attend notre 3e enfant et que le diagnostic n'est toujours pas posé. Mais finalement, on a
vite rebondi, on avait les bons réseaux, on a su activer, contacter les bonnes personnes. Et ce handicap, notre vie professionnelle a rejoint notre vie personnelle et l'inverse également. Je pense qu'on s'est bien trouvé finalement. Vous êtes bien trouvé, votre vie professionnelle enrichit votre vie personnelle et vice-versa. Sur l'errance thérapeutique, vous dites vous ne saviez pas trop vers qui vous orienter. Vous êtes parti un petit peu à la recherche de la parole miraculeuse de quelqu'un, d'un sauveur qui n'existe pas. C'est aussi une façon de vous faire du bien à vous. Puis à un moment, vous passez un cap. Expliquez-nous cette recherche de la parole miraculeuse au point de faire des voyages à l'étranger. Et puis à un moment, vous passez le cap, vous êtes allé au bout des recherches. Ouais, c'est vrai que cette notion de errance médicale, on l'avait vraiment vécue sous deux versants, où avant que le diagnostic soit posé pour Nel, même après finalement, parce que quand on a un diagnostic de maladie rare à expression variable, parce qu'effectivement des petites filles porteuses du syndrome des DX3X, il y en a 700-800 dans le monde, avec des expressions très variables, donc notre fille reste unique. Des thérapies, il y en a autant qu'il y a d'enfants finalement, et on nous conseille des choses diverses et variées. On entend des médecins nous parler de tel type d'orientation thérapeutique, d'autres familles témoigner d'autres prises en charge, des prises en soins dont on entend parler une fois, deux fois, trois fois qui nous tentent. Finalement, quand il n'y a pas de parcours de soins prédéterminé dans le cadre d'une pathologie très connue et très commune, on peut s'orienter vers tout type de prise en charge. Et il y a aussi cette errance médicale de suivre ses intuitions, avoir besoin de toujours contacter d'autres professionnels, avoir toujours l'espoir, la lueur de se dire je vais rencontrer la personne qui va me dire que ce que ma fille elle a c'est rien, et qu'il en a connu des tas comme ça, et qu'à 15 ans ça ne se verra plus, et on est prêt à traverser le monde. Alors effectivement, nous on est allé jusqu'à en Suisse voir alors aujourd'hui, je l'appellerais un charlatan. J'étais enceinte de 6 mois de notre 4e, et voilà qu'on emmène Nel dans l'avion pour aller voir parce qu'on a besoin de suivre ses intuitions. Et finalement, j'ai réalisé à un moment que c'est nous qu'on essayait de soigner à ce moment-là, à la recherche de la parole miraculeuse, de dire on va chercher la personne qui va nous faire du bien avec la parole qu'on attend, qu'on espère. Alors force est de constater que cette parole n'est jamais arrivée, mais en allant au bout de mes intuitions, en allant faire saigner la cicatrice X fois, ça nous a aidé à cheminer. Ça fait partie, en tout cas pour nous, dans notre histoire, de notre chemin d'acceptation du handicap de Nel. Et un jour, on s'est réveillé en se disant là, je pense que c'est bon. On a tout entendu, on a tout vu, ou en tout cas, on a entendu tout ce dont on avait besoin. On a vu tout ce qu'on avait besoin de voir. Et aujourd'hui, on accepte et on vit avec, et on marche et on court avec notre enfant, quoi. Docteur, sur la gestion des émotions des parents. Oui, tout à fait. Là, c'est intéressant parce qu'on voit que madame est orthophoniste, donc forcément, en plus, elle était particulièrement déjà impliquée dans la notion de handicap. Et donc, on voit que là, la place de l'aidant, alors c'est l'aidant au sens large, c'est-à-dire celui qui, en fait, va soutenir, du coup, la personne qui est face à ses difficultés. Et ben là, on est sur une maman, un papa, et donc on n'est pas du tout dans le même registre émotionnel qui est encore différent de quand on est face à un conjoint qui pourrait être malade, ou on essaye d'accompagner. Là, il y a aussi du coup toute la problématique vraiment pédiatrique, avec, je pense, ce qui est important aussi à souligner dans ce qui a été dit, et ben finalement l'idée que dans certaines pathologies, il n'y a pas forcément à ce jour encore de traitement curatif. Et donc, on est dans des maladies chroniques et on apprend à vivre du coup avec. Et les conséquences du coup, à nouveau, là, cette fois-ci sur la vie familiale, on voit bien qu'elles sont vraiment importantes, avec effectivement cette idée de chemin, des étapes du coup un peu indispensables à traverser. Et quelque part, ça me semble même adapté d'essayer de voir n'importe qui à un moment donné pour essayer d'avoir une réponse. Et voilà, se dire que malheureusement, dans des maladies génétiques, il n'y a parfois pas de traitement curatif. Et ça, c'est encore une vraie problématique des maladies rares.
Alors, je ne vous l'ai pas dit, Philippe et mesdames, n'hésitez pas à intervenir sur ce que dit votre voisin ou votre voisine. On va vous saluer, Magali Bonduel. Vous travaillez également dans le paramédical, vous êtes kiné à Los, vous avez 41 ans, vous résidez à La Madeleine. En 2011, vous vous réveillez avec les doigts gonflés, les symptômes ont été brutaux. Vous allez consulter votre généraliste qui vous adresse à un angiologue. L'angiologue, c'est le spécialiste des maladies vénales. C'est ça, il a fallu 2 ans pour être diagnostiqué et vous êtes atteinte de sclérodermie dont un symptôme, il ne faut pas se tromper dans les mots, vous me corrigez, donc la sclérodermie dont un symptôme est le syndrome de Raynaud. C'est dans le sens inverse. C'est dans le sens inverse. Ouais, alors corrigez-moi, allez-y. Donc globalement, on est sur une pathologie donc vasculaire, donc une problématique vasculaire, d'où l'angiologue, puisqu'on a des vaisseaux qui changent de couleur. Alors Madame Bonduel pourra raconter ça bien mieux que moi. Et donc ça l'a fait rentrer donc dans un diagnostic de ce qu'on appelle une sclérodermie systémique. Et donc la sclérodermie, en fait, c'est une maladie auto-immune qui se traduit donc par la sécrétion d'auto-anticorps par notre propre système immunitaire. Alors on ne sait pas exactement à quoi c'est dû jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas encore vraiment de facteurs explicatifs. Donc l'explication de cette maladie, elle est souvent très complexe et multiple. Et donc, c'est une maladie qui peut toucher les vaisseaux, qui invalide du coup Madame Bonduel au quotidien sur les mains qui changent de couleur et qui sont très sensibles au froid. Et ça peut toucher aussi d'autres organes, ce qui rend les choses compliquées puisque chaque année, elle est entre guillemets obligée de venir dans le service de médecine interne pour faire toute une série d'examens pour nous assurer qu'il n'y a pas d'autres organes concernés par la maladie. Et c'est d'autant plus sensible, si je puis dire, pour vous, car vous êtes kiné, on l'a dit. Oui. Le paradoxe de cette sclérodermie, c'est que c'est difficile pour le travail, mais en même temps, ça aide. Être kiné, ça aide. Alors expliquez-nous ce paradoxe. Alors en fait, donc, comme l'expliquait le docteur Farah, le problème c'est qu'effectivement mes mains deviennent très froides, très sensibles, elles deviennent bleues, j'ai même des douleurs qui apparaissent. Et donc pour mon travail, je me suis posé beaucoup de questions et finalement je me suis aperçue qu'en travaillant, en manipulant beaucoup avec mes mains, finalement ça m'aidait à faire circuler dans mes mains et donc ça m'a aidé en fait à éviter les crises de Raynaud en fait et à éviter aussi le fait que les mains s'enraidissent et qu'elles soient douloureuses. Bon, par contre, j'ai dû m'adapter quand même. Je ne fais plus de domicile parce que faire des allers-retours à l'extérieur, ça n'est plus possible pour moi. Mais, et dans notre bon vieux Nord-Pas-de-Calais, où on hiberne 6 mois par an, d'octobre à fin mars, il reste encore 1 mois à résister. Voilà, c'est difficile de sortir. Oui, j'ai pris l'habitude effectivement d'éviter de sortir pendant une bonne période, 6 mois à peu près de l'année. Je reste chez moi, où j'évite d'aller à l'extérieur le plus possible pour éviter les crises de Raynaud. Voilà pour votre quotidien. D'autres choses à ajouter sur votre quotidien avec cette maladie? On verra tout à l'heure ce que vous avez mis en place. Voilà, il y a de belles choses mises en place pour contourner, si je puis dire, cette maladie. On va faire connaissance avec Émilie Capel, ici à la droite du docteur Farah. Vous avez 46 ans, vous venez de Roubaix, vous êtes la maman de 4 garçons, dont Alexis qui est hémophile majeur. Alexis, c'est l'un de vos jumeaux, il a 15 ans, il est en seconde. L'hémophilie se manifeste par des saignements intra-articulaires invalidants. C'est en gros, encore une fois, je simplifie, le sang a des difficultés à coaguler. C'est une maladie qui a été diagnostiquée durant votre grossesse et vous êtes porteuse du gène, c'est ça. Aujourd'hui, le quotidien d'Alexis, le vôtre aussi, ça se passe bien. Ça n'a pas été tout le temps le cas. Et il y a eu un tournant, justement, un avant et un après. Alors, dites-nous comment c'était l'avant et le point de bascule et comment ça se passe maintenant. D'accord. Donc, effectivement, Alexis, on n'a pas eu une vie très facile, comme beaucoup au départ, avec les maladies rares. Ça veut dire, dès la naissance, il a fallu faire des consultations très, très fréquentes avec les spécialistes, les hématologues, des passages très, très fréquents aux urgences, notamment parce qu'il avait des hématomes, notamment, par exemple, quand il était tout petit, il avait toutes les pressions de son pyjama qui lui faisait chaque fois des hématomes. Donc, c'était vraiment tout le temps des allers-retours incessants. Il avait également des hémarthroses, donc ça, c'est des saignements intra-articulaires. Donc, en plus d'être invalidant, donc ça gêne à l'enfant à marcher, c'est hyper douloureux. Alors ça, je vous garantis que pour un cœur de maman, c'est très, très difficile de voir un enfant qui souffre comme ça.
Et donc Alexis a grandi avec moi qui lui faisait ses soins au quotidien. Et on a fait beaucoup d'allers-retours également, donc je vous dis, au CHU. Pour la scolarité, c'est un petit peu compliqué également parce que les rentrées scolaires avec les maîtresses, il fallait toujours expliquer ce qu'il en était. Des fois, les maîtresses un peu frileuses, il a fallu des fois les décaler la rentrée scolaire pour qu'ils puissent accéder à l'école comme tout le monde. Et donc, chemin faisant, on a gagné un petit peu à la fois en autonomie. Et aux alentours de ses 11 ans, on a pu l'envoyer dans une colonie spéciale pour les enfants hémophiles en Belgique. On avait été invité par l'association des hémophiles belges pour cette colonie. Là, il a appris à... Alors là, il a appris à faire ses injections lui-même. Moi, je ne savais pas du tout qu'ils apprenaient ça pendant la colonie. Ou alors, on me l'a dit et j'étais passée carrément au-dessus. Mais quand il est revenu, il savait se piquer lui-même. Et là, pour moi, c'était le jour et la nuit. C'était vraiment un gain d'autonomie et me dire que quelque part, moi, il peut m'arriver quelque chose. Je sais qu'aujourd'hui, il est autonome et il sait se prendre en charge. Et en tant que parent, c'est hyper important de savoir ça. C'est très, très rassurant. Donc c'est rassurant pour vous, il sait se prendre en charge, on dit s'auto-injecter. Alors c'était pas suffisant, vous avez voulu consolider l'apprentissage dans des ateliers. Voilà, tout à fait. Moi, cet apprentissage, ça s'est bien passé. Moi, j'ai pas vu comment ça s'est passé au niveau de l'apprentissage, mais ça me semblait important de consolider avec le CRC, justement, le Centre de ressources et de compétences en hémophilie de Lille, donc de consolider cet apprentissage. Donc il a participé à un atelier d'éducation thérapeutique sur plusieurs jours avec d'autres patients qui apprenaient également à se piquer pour faire ça vraiment dans les règles de l'art, pour qu'ils puissent le faire vraiment en toute sécurité à la maison. Alors on va expliquer ce que c'est ces ateliers thérapeutiques, docteur, avec un focus sur ce qu'on appelle les patients partenaires. Ce focus, c'est Justine Amaïd de l'association Mon Poumon, Mon Air qui y tient. Donc c'est quoi cette affaire de patients partenaires? Et Alexis devient et déjà ou peut devenir patient partenaire, apprendre aux autres, c'est ça l'idée? Oui, en gros, c'est vraiment ça l'idée. Donc l'idée, c'est le principe de l'éducation thérapeutique, donc qui a vu le jour à partir des années 1990 et qui a été donc défini par l'OMS et qui est rendu même obligatoire pour, par exemple, valider le centre de référence ou le centre de compétences. Pourquoi? Parce que finalement, c'est apprendre à notre patient deux grandes catégories de compétences. On a ce qu'on appelle les compétences d'auto-soin, donc typiquement, par exemple, apprendre à s'injecter. Alors c'est valable pour les maladies rares, mais c'est valable aussi pour des maladies beaucoup plus classiques, comme par exemple dans le diabète. Donc finalement, c'est donner les moyens, et comme le résumait bien Madame, c'est finalement donner de l'autonomie dans la gestion de sa maladie. Ce qui évite, et on en parlait au départ avant de rentrer dans la salle, ça évite typiquement les allers-retours aux urgences qui sont très fréquents dans ce genre de manifestations parce qu'il y a saignement et donc il y a urgence. Donc finalement, apprendre à s'injecter, on gagne en autonomie et on gagne donc en qualité de vie. Et au-delà de ça, il y a aussi des compétences qu'on appelle des compétences d'adaptation. Finalement, c'est vivre mieux avec sa maladie. Donc, c'est apprendre à réguler les émotions, c'est faire, par exemple, des ateliers d'éducation. Je vais définir rapidement ce que c'est, mais où on va discuter, par exemple, avec un sophrologue, avec un professeur d'activité physique adaptée. On va apprendre, du coup, à mieux gérer sa maladie au quotidien. Et on va également pouvoir le proposer aux aidants. Donc, comment ça se passe? C'est tout simple. Finalement, on va regrouper des patients qui sont concernés par la même pathologie ou par une globalement même thématique. Et puis on va les faire échanger du coup sur des objectifs de développement de compétences. Par exemple, un atelier où on va dédier 2 heures à l'apprentissage de l'injection. Quand est-ce qu'on apprend à s'injecter? Comment est-ce qu'on réajuste? Comment est-ce qu'on apprend à le faire pour le faire en toute sécurité? Et donc finalement, une fois qu'on a participé à ces ateliers, on peut soi-même du coup décider de devenir donc patient expert. Moi j'aime bien le mot patient expert, même si beaucoup diraient que maintenant c'est plutôt patient partenaire ou patient ressources. Mais finalement, du coup, ce sont des patients qui ont suffisamment transformé ce qu'on appelle le savoir expérientiel de la maladie, c'est-à-dire l'expérience en fait de tous les symptômes, et qu'ils l'ont enrichi avec un savoir, on va dire, plus technique, un peu cognitif, et qu'ils vont pouvoir le transmettre à d'autres patients. Et donc, on peut, par exemple, décider de devenir patient partenaire et animer du coup avec des médecins, une infirmière, un médecin, des ateliers d'éducation thérapeutique. Quand on dit prendre en charge sa maladie, Exactement. C'est soi-même s'investir. Exactement. C'est pas
c'est pas top-down, comme on dit, de médecin qui donne, qui soigne, etc. Chacun prend en charge sa maladie en prenant part à ses ateliers thérapeutiques et en devenant, au bout du bout, patient partenaire, patient expert. C'est ça l'idée? Tout à fait, c'est exactement ça l'idée. Donc c'est vraiment un accompagnement pour gagner en autonomie, gagner aussi en qualité de vie, parce que vous voyez, ça a été très vite résumé. Une fois qu'il a su s'injecter, et ben finalement, on a senti du soulagement, ce qui est normal puisqu'on n'est plus sous la dépendance du coup des médecins. Et là, c'est quelque chose qui a été bien résumé, je pense. Finalement, le médecin, c'est à un moment donné, et puis à côté du coup de les 15 minutes de consultation annuelle ou les 20 minutes 2 fois par an, et ben on aura quand même toute cette possibilité de gestion et d'autogestion qui permet de gagner quand même en confort. On va faire connaissance avec notre dernière invitée. Je vous rappelle, on refait un tour de table ensuite sur la deuxième partie, et les vingtaines de minutes qui nous restent pour découvrir ce que mettent en place nos invités pour oublier, contourner la maladie. Mais accueillons avant cela Marlène Stakowiak. Vous avez 39 ans, vous êtes la maman de jumeaux de 14 ans. Je crois que Lola est là, elle est là-bas. Lola, bonjour Lola. Votre frère de 14 ans également, puisque vous êtes jumeaux, Noah n'est pas là, mais en tout cas c'est sympa d'être venu écouter Maman Marlène. Cet après-midi, votre maladie a été découverte à l'accouchement, vous êtes atteinte de cardiopathie péripartum. C'est une maladie qui peut se manifester 1 mois avant l'accouchement et dans les 5 mois qui suivent, mais pour vous c'est découvert à l'accouchement, le jour J. Vous ne vous êtes pas bien rendu compte de ce qu'il vous arrive, c'est arrivé très vite. Racontez-nous l'expérience de l'accouchement. En fait, j'ai dû avoir une césarienne en urgence parce que j'avais un bébé qui bradycardait, Noah, le frère de Lola donc. Et j'ai fait une hémorragie, j'ai perdu 2,5 litres de sang. Et suite à ça, j'ai fait un OAP, un œdème aigu pulmonaire. Et ensuite, j'ai ma saturation qui a baissé et ils ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Et donc, ils ont décidé de me faire une échographie cardiaque. Et il s'est avéré qu'elle était à 10% de fraction d'éjection. C'est la force de contraction de votre cœur, en fait. Il y a votre cœur qui pompe le sang et qui le recrache. Et moi, c'était juste à 10%. La norme, elle est d'environ 70%. Et donc, j'étais en insuffisance cardiaque sévère. J'ai directement été transportée à l'hôpital cardiologique. À l'époque, c'était l'hôpital Jeanne de Flandre et l'hôpital cardiologique qui était... l'hôpital cardiologique était... il n'y avait pas encore l'Institut Corps-Poumon qui avait été construit, en fait. Il y avait juste l'hôpital cardiologique. Donc, j'ai découvert les souterrains et et j'ai eu la chance de tomber. Moi, j'ai pas eu d'errance de diagnostic. J'ai eu l'énorme chance de tomber sur le docteur Mouquet qui connaissait parfaitement la maladie et qui a su instaurer les traitements afin que je retrouve une bonne fraction d'éjection. Mais lorsqu'on est enceinte, on a les hormones qui explosent, quoi. Et 3 jours après, j'ai fait une chute d'hormones. Et vous avez été séparés de vos jumeaux? Voilà. Parce qu'en fait, Noah, lui, il a été placé en pouponnière. Il fallait bien qu'il soit mis quelque part, quoi. Et Lola, elle avait avalé le liquide amniotique. Donc, elle avait été transportée en néonate. Donc il y avait le papa qui faisait la pouponnière, la néonate, moi qui étais encore à Jeanne de Flandre, lui aussi qui était rentré à la maison et qui a été... je tenais aussi à dire qu'il avait été prévenu qu'au petit matin, en fait, que... il arrive à l'hôpital, en fait, il nous trouvait plus. Il trouvait plus les enfants, il trouvait plus la maman, il se demandait quoi, on demandait il demandait où on était, et le personnel ne savait pas lui répondre. Et c'est lorsqu'on lui a expliqué, excusez-moi, je bafouille. Mais non, tout va bien, allez-y. On a expliqué ce qui se passait, que là, il a compris la gravité. Et voilà. Et donc, je disais que je suis tombée sur l'équipe du docteur Mouquet. À qui vous rendez hommage aujourd'hui. Voilà, et qui me suit encore actuellement, qui suit aussi les enfants, qui suit Lola, parce que ma maladie, on ne sait pas l'origine.
Et donc, elle sait très bien ce que j'ai, et malgré son jeune âge, et elle sait que lorsqu'elle sera enceinte, ce que j'espère, elle devrait quand même être suivie plus fortement que les autres patientes. Et voilà. Et donc je précisais aussi que lorsque j'ai eu ma chute hormonale, j'ai mon cœur qui a relâché. Et là, ils ont commencé à parler de greffe cardiaque. Et donc les chirurgiens étaient prévenus pour que je puisse passer au bloc. Et là, c'était un gros moment de stress quand même pour le papa. Moi, je m'en rendais pas trop compte parce que j'étais juste fatiguée, quoi. Enfin, c'est juste quand je l'ai vu revenir tout blanc, là, je me suis dit, il doit se passer quelque chose quand même. Et vous n'avez pas été, pardonnez-moi, épargné par la suite. Hein. Vous avez développé plusieurs pathologies suite à l'accouchement. Ouais. Il y a une forme de cascade ensuite. Je suis AVF chronique, j'ai une algie vasculaire de la face. Pareil, j'ai eu quand même une errance médicale et je suis prise en charge maintenant à l'hôpital Roger Salengro. Et d'ailleurs, je tenais aussi à préciser qu'il existe un traitement très prometteur pour l'algie vasculaire de la face, sauf qu'actuellement en France, on est quasiment l'un des seuls pays qui ne le rembourse pas. Ce sont des injections qui coûtent environ 500 € par mois, ce qui est très très cher en fait, puisque si on doit les prendre à vie, voilà, calculer le montant que ça peut faire. Et là, les assos, elles sont en train de se battre pour que ce soit remboursé, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Et puis ensuite, oui. Une histoire de cancer également, oui, avec j'ai développé aussi un cancer du sein. Là, je suis en rémission. Un triple négatif, un cancer du sein qui est rare aussi et qui touche majoritairement les jeunes femmes. Là, on m'a dit aussi au début que c'était pas possible à mon âge que j'avais ça et voilà quoi. Enfin, j'ai dû me battre quand même pour que je puisse être diagnostiquée parce que on me disait que c'était juste un simple kyste. Et il n'y a que la biopsie qui a révélé comme quoi que c'était ce type de cancer. Avec la chimio qui peut atteindre le cœur, voilà, c'est risqué de faire la chimio avec la chimio, opération, radiothérapie, on a tous le même traitement de toute façon, donc quand on a un cancer agressif. Un complément, Dr Farah ? Simplement de dire que là, on voit aussi que l'entrée dans la maladie, elle peut être vraiment très, très différente. Et là, on est sur quelque chose d'extrêmement brutal qui arrive finalement du jour au lendemain. Vraiment comme un grand coup de tonnerre. On imagine bien toutes les conséquences que ça a pu avoir, même psychologiquement pour l'époux, bien sûr, à ce moment-là, pour vous-même, parce que c'était quand même un moment qui est censé être une période vraiment heureuse, finalement, de la vie, qu'on se retrouve face à la maladie. Et donc, on voit que dans l'hétérogénéité à nouveau là, de la présentation d'une maladie rare, on a une maladie qui touche un organe finalement, qui est le cœur, et puis malgré tout les conséquences qu'il y a pu avoir par la suite, puisque comme Madame l'a bien résumé, j'imagine que pour décider du coup de la chimiothérapie, il faut adapter les doses de traitement, donc l'inquiétude de se demander si ça ne va pas encore aggraver les séquelles. Parce qu'il y a certaines chimios qui sont cardiotoxiques. Exactement, ouais, tout à fait. Par exemple, là, pour le triple négatif, il n'y a généralement que 2 chimios au tout début qui fonctionnent. Et moi, on m'a switché mes chimios pour pas que ça abîme plus le cœur que ce qu'il ne l'était, parce que j'ai pas récupéré intégralement. Et j'ai perdu mon fil. Je suis désolée. Non, mais c'est vraiment de voir les conséquences finalement même sur d'autres pathologies en fait. Parce qu'on a une maladie rare, mais après on a malheureusement aussi le droit entre guillemets d'avoir d'autres pathologies et finalement de voir qu'il y a toujours une intrication et des complications en effet rebond finalement de la pathologie sur même d'autres maladies. Voilà pour ces 6 parcours. On va passer à ce que vous mettez en place pour vous aider à supporter la maladie. Magali Bonduel, vous allez nous expliquer ce que c'est la réflexologie plantaire, une sorte d'acupuncture sans aiguille. Et vous pratiquez, vous êtes, on le rappelle, un kiné, mais vous avez développé cette discipline. Ça aide les patients, mais ça vous aide un peu aussi. Racontez-nous ce que c'est la réflexologie plantaire.
Alors, c'est un type de massage en fait par acupression. Et donc, comme vous le dites, effectivement, j'utilise pas d'aiguille, je travaille avec mes mains. Et donc, je vais appuyer sur des zones réflexes au niveau des pieds, en fait. Donc, il faut imaginer que vous avez une carte du corps qui est représentée sur la plante de vos pieds, et, enfin sur tout le pied, en fait. Et donc, voilà, je viens stimuler certaines zones selon les problématiques qui se posent. Pour aller aider en fait à soulager des douleurs, voilà, ou retrouver un équilibre en fait au niveau du corps. Et voilà, c'est un complément en fait à tout ce qui est médical en fait, justement, voilà, les thérapies adjuvantes qu'on peut utiliser et qui soulagent bien en fait, qui peuvent bien aider. On soulage les zones à problème, on prend soin de soi, on se réapproprie son corps. Si je voulais mettre à la réflexologie plantaire, c'est quoi le nombre de séances, la fréquence, comment ça se passe? Alors, selon les patients, selon le... Voilà, si vous venez en crise, hein, vraiment que c'est très important, que vous avez des gros problèmes, effectivement, il faut déjà faire un essai sur une séance, voir si vous répondez un peu, en fait, parce que, voilà, comme toutes les thérapies, chacun y répond différemment. Mais voilà, sur 3 à 5 séances assez rapprochées pour commencer et voir s'il y a besoin dans le temps, voilà, comme nous avons toutes des problématiques chroniques, en fait, dans le temps, éventuellement, faire des soins tous les mois, ou voilà, selon les patients également, en fait, selon les besoins. Mais on peut très bien faire juste une séance également, voilà, pour de la détente, et ça peut très bien faire du bien aussi. Voilà comment se faire du bien autrement que par les médicaments. D'autres idées à la volée, docteur? Il y a la réflexologie plantaire. Allez, je vous laisse citer 3, 4, 5 disciplines. 10, voilà. 10, c'est le challenge. Effectivement, c'est intéressant du coup d'aborder que au-delà du parcours finalement médical pur, il va falloir trouver d'autres stratégies et de mettre en place d'autres choses. Alors, par hasard, du coup, on tombait sur une dame qui est finalement concernée par une maladie rare, mais qui est aussi kiné, une dame qui est orthophoniste. Donc tout ça, finalement, pour moi, ça fait vraiment partie intégrante de la prise en charge. Donc là, on est quand même sur des compétences médicales à proprement parler. Puis si on s'éloigne vraiment de ça, on peut citer par exemple la sophrologie pour vraiment aider à réguler les émotions. On peut citer la cohérence cardiaque, on peut citer le yoga pour un peu se réapproprier le corps, mieux comprendre un petit peu comment il fonctionne et se rendre compte que finalement on est capable de faire. J'aime bien aussi évoquer l'activité physique adaptée parce que pour les gens qui sont sportifs, fonction des affinités, se retrouver du coup dans une maladie où on se dit qu'on est potentiellement limité par une atteinte par exemple cardiaque, une atteinte pulmonaire ou autre, ça peut être assez invalidant. Et donc je trouve que là les profs d'activité physique adaptée, ça peut être vraiment intéressant. Le petit bémol de toutes ces thérapies finalement, ça va être un peu le coût, je pense quand même financier. C'est ce que m'évoquent toujours mes patients en consultation. C'est vrai que ça a un certain coût. Finalement, la santé mentale, malheureusement en France, c'est pas encore suffisamment, je pense, remboursé par la sécurité sociale. Et dans ces cas-là, ce que je dis toujours à mes patients, c'est un peu comme disait Madame Bonduel, testez peut-être 1 ou 2 fois, et rien que 1 ou 2 fois, ça peut déjà vous apporter un certain confort. Donc, il y a des choses qui sont complètement gratuites, hein. Par exemple, même pour les gens dans la salle, hein, qui soient ou pas concernés par des maladies rares, on est concerné par les aléas de la vie, malheureusement, qui font qu'on a des fois des moments plus difficiles. La cohérence cardiaque, typiquement, il y a des tas d'applications sur iPhone ou Android qu'on peut télécharger. Le principe, c'est de respirer en 5 temps. On inspire du coup par le nez en 5 temps. On expire du coup par la bouche en 5 temps. Au départ, on pensait peut-être avoir un écran et même faire un exercice à la fin, mais finalement, vous pouvez le faire dès ce soir et vous verrez qu'il faut un petit peu persévérer dans tout ce genre de pratique, mais avec quelques jours, les jours passant, vous allez vous rendre compte par vous-même qu'il y a vraiment un confort qui est apporté et qui est quand même prouvé par un peu de la littérature scientifique. La cohérence cardiaque. Activité gratuite, Marlène Stakowiak, la marche tout simplement, avec votre chienne, un berger australien. C'est tous les jours que ça se passe, la marche, pour vous raconter. Oui, parce que j'ai une chienne qui a besoin d'activité physique, donc je la promène tous les matins. On fait quasiment entre 5 et 7 km, et voire plus lorsque je balade avec mes copines. Et en plus, ça me permet de rencontrer du monde et d'avoir un plus grand cercle social, parce que moi, je suis en invalidité. Et du coup, je vois plus beaucoup de monde. Et voilà. La marche vous motive à sortir 1 heure à 2 heures par jour, 5 à 7 km. Et puis... sur les réseaux sociaux, des groupes privés et publics. Groupe de parole, c'est quoi la différence privé-public? Pourquoi il y a cette segmentation? En fait, le groupe public, il y a tout le monde qui peut avoir accès.
Et moi, c'est plus, je pense que c'est plus pour faire connaître la maladie. Et le groupe privé, c'est les mamans qui ont été atteintes de cette maladie. Et donc, on parle entre nous de ce qui nous est arrivé. Et au moins, on peut s'identifier à certaines personnes. Ça, c'est ce qui est très bien. On se dit qu'au moins, on n'est pas seul à avoir vécu cela. Et puis, on partage aussi notre quotidien, quoi. Et puis, on va voir les enfants, l'évolution des enfants, etc. Voilà, les groupes privés et publics sur Facebook, et puis également la bonne vieille lecture, mesdames, messieurs. Il y a les écrans, les séries Netflix, et vous êtes fan de l'autrice Virginie Grimaldi, hein, c'est ça qui permet de s'évader. On sourit. Vous aussi, combien, qui est fan? Il y a des personnes qui doivent connaître. Philippe Cotte, on passe le micro sur les groupes de parole. Vous participez vous-même à des groupes de parole? Il y a l'association Huntington France. Donc je participe au groupe de parole. Il y a une réunion tous les 3 mois à peu près. Réunion tous les 3 mois en groupe, et donc en groupe, oui. Tout à fait. En présentiel, comme on dit. Oui. Donc les groupes de parole. Delphine Follet, 4 ans après le diagnostic, vous créez, vous, une association. Donc on trouve aussi d'une forme de, je ne sais pas si c'est du répit, mais en tout cas d'investissement dans les associations. Vous êtes devenue, vous le disiez, actrice de votre pathologie en créant votre asso qui est national. Racontez-nous cela. Alors oui, on parlait tout à l'heure d'être acteur de son parcours de soins. Moi, je pense que ça va encore plus loin. Je pense qu'il faut vraiment être acteur de sa pathologie. Et je pense que c'est cette envie d'être actrice de ma pathologie qui m'a aidée justement aussi à mieux vivre avec, à mieux la comprendre. Et j'avais vraiment cette envie et ce besoin de sensibiliser, d'aller un peu porter la bonne parole, c'est-à-dire sensibiliser du côté médical les médecins, les soignants, parce que c'est une maladie qui n'est pas connue et qui n'est pas reconnue, enfin qui n'était pas reconnue à l'époque. Et puis sensibiliser aussi du côté des patients, c'est-à-dire que leur faire prendre conscience d'abord qu'ils ne sont pas seuls, qu'effectivement les associations sont là aussi pour les accompagner par des groupes de parole, de l'accompagnement thérapeutique, des ateliers, etc. Mais aussi pour leur montrer que justement, en fonction de la manière dont ils vont vivre leur pathologie, ils vont aussi avancer sur ce chemin. On en parle souvent du chemin que le patient va parcourir dans les maladies rares. Et cette avancée sur le chemin va aussi être différente selon la manière dont ils vont intégrer cette pathologie. Alors moi, je n'utilise pas le mot acceptation parce que je pense qu'on n'accepte jamais. Je pense qu'on intègre et qu'on apprend à vivre avec, ce qui est un petit peu différent. Et je pense qu'effectivement, tout cet investissement qu'on peut avoir, tout cet engagement qu'on peut avoir en tant que patient, que ce soit en tant que patient expert, en tant que membre d'une association, en tant que bénévole, ça aide aussi finalement à reprendre une dynamique, à se resocialiser, comme disait madame, et puis à faire avancer les choses tout simplement. Et vous avez un secret, c'est la rigolothérapie. La rigolothérapie, voilà. Le bon vieux rire, j'allais dire. Ah oui, et ça c'est très très efficace parce qu'effectivement, on vit tous des choses très compliquées, très difficiles. Dans nos pathologies qui sont génétiques, on est souvent nous-mêmes patients, mais on est aussi aidants de nos enfants qui sont eux-mêmes patients. Ce qui fait qu'on a des visions, on parlait tout à l'heure de la vision du praticien en tant que patient ou maman de patient. Quand on est à la fois patient, aidant, maman, avec le regard et les connaissances qu'on peut avoir, c'est quand même très très compliqué au quotidien. Et c'est vrai que prendre les choses avec un peu de légèreté, parfois ça fait du bien. Et on vous retrouvera tout sourire sur votre stand tout à l'heure. Votre association, on n'a pas cité son nom, SED 1+, SED 1+, SED 1+. Donc rendez-vous tout à l'heure sur votre stand. Vous également, Émilie Capel, vous êtes investie dans une association. On se souvient que votre fils, Alexis, de 15 ans, a appris à se piquer dans une colo de l'association belge des hémophiles. Et bien vous êtes devenu président de l'association des hémophiles du Nord-Pas-de-Calais et vous aidez les parents qui vivent la même chose que vous. Qu'est-ce
quelles sont les questions qui reviennent des parents et vous qui vivez les choses, qu'est-ce que vous leur dites? Enfin, les questions qui reviennent et qu'est-ce que vous dites aux parents? Alors, je tiens d'abord à préciser qu'au niveau de l'Association française des hémophiles, on communique avec les hémophiles, mais pas seulement. On est aussi avec les patients qui souffrent de pathologies plaquettaires rares et les gens qui ont une maladie de Willebrand. C'est un peu des symptômes similaires. C'est pas tout à fait les mêmes modes de fonctionnement, mais c'est la chaîne de coagulation qui pose souci. Donc, en fait, les gens m'appellent et ils posent souvent des questions. Ça peut être vraiment à tout âge de la vie. Ça peut être quand on accueille un bébé ou quand on est en désir de grossesse ou, par exemple, chez la jeune femme, quand elle a ses premières règles, parce que les jeunes femmes saignent vraiment énormément. Donc, ils discutaient de tout ça. Après, il y a l'entrée à l'école pour les plus jeunes. Ensuite, il y a aussi la problématique du travail, la déclaration MDPH, les dossiers qui sont vraiment très très compliqués à remplir. Donc souvent, les gens nous appellent pour avoir du soutien là-dessus sur les dossiers ou pour les choses un petit peu plus, on va dire, terre à terre. Quand il s'agit d'acheter une maison, il faut des assurances. Et tout ça, c'est des problématiques qu'on ne rencontre pas quand on n'a pas de soucis de santé. C'est vraiment des choses très spécifiques. Donc moi je suis là pour accueillir la parole des gens et essayer de trouver des solutions avec eux. On en a certaines, à force d'avoir toujours les mêmes questions, on sait y répondre, et puis il y en a certaines qui sont un peu plus complexes et on trouve les ressorts, les gens qui vont nous aider à trouver la réponse qui leur convient par rapport à leurs problématiques. Et ce qui nous importe, c'est comme disait Delphine aussi, c'est Delphine, je pense, c'est vraiment d'être acteur aussi au niveau de sa santé, de sa maladie. C'est vrai que c'est un gros coup de massue que les gens se prennent sur la tête. Moi, dans mon cas, je connaissais la maladie parce que c'était héréditaire, mais certains ne connaissent pas la maladie dans leur famille ou ça leur tombe dessus par une mutation génétique. Et donc, ils ont vraiment beaucoup à apprendre sur la maladie pour pouvoir avancer. Et effectivement, l'acceptation, c'est vraiment un mot qui est pas vraiment adapté finalement dans les maladies, mais on avance et on vit avec. Et il faut se faire confiance et faire confiance aussi à ses enfants quand ils nous expliquent ce qui leur arrive, le ressenti. Un dernier mot sur les conseils que vous pourriez prodiguer aux parents, c'est quoi? Rejoignez une association pour partager, pour échanger? Oui, tout à fait, oui, rejoignez-nous, parce qu'en plus, au plus on est nombreux dans les associations, au plus on peut se faire connaître également des pouvoirs publics et avoir du poids sur les reconnaissances MDPH, sur la mise en route de la recherche aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui se retrouvent encore sans traitement. Donc c'est ça, c'est en fait au plus on est nombreux dans les pathologies rares à se regrouper, au plus on arrivera à trouver des solutions en ce sens. Oui, allez-y. Magali, vous voulez ajouter quelque chose? Vite fait, je voulais dire aussi, alors je ne suis pas actrice dans l'association, mais il y a également l'association des sclérodermiques de France. Voilà, donc c'était juste pour faire le petit mot. C'est bien de préciser l'association des sclérodermiques de France. Des sclérodermiques de France. On va approcher un micro à Camille. Vous avez une véritable philosophie, des formules choc. Il faut se saisir du handicap pour en faire quelque chose de beau. Au lieu de regarder ce que ça enlève, regardez ce que ça apporte. La force est dans le mouvement. Vous ne vous empêchez aucun rêve avec votre petite Nell, et puis vous investissez aussi dans une association qu'on retrouve sur le stand numéro 32, mesdames, messieurs, tout à l'heure, dans quelques instants. Maintenant, un mot sur cette philosophie en général, et puis sur cet assaut X extraordinaire. Oui, effectivement, je pense que devenir rester acteur de notre vie malgré le handicap qui s'invite et qui nous paralyse. Enfin, je pense que je ne serai jamais de ces parents qui disent le handicap de mon enfant, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais en tout cas, moi, je remercie la vie de nous avoir permis d'en faire quelque chose de beau. Le monde associatif dans le milieu du handicap ou de la maladie est tellement riche de rencontres, de pépites. Nous, on a rejoint
l'association Extraordinaire, qui est une association nationale des maladies et syndromes liés au chromosome X. Et c'est l'occasion de montrer à Nel aussi que ce handicap, qui effectivement rend le quotidien plus lourd, plus pénible, fait peur dans la projection qu'on se fait de l'avenir de notre enfant, de la place que la société lui donnera et qu'elle sera capable de prendre. Mais par le milieu associatif, finalement, ce handicap est devenu une vie fertile où on aide les autres nous aident, on crée des événements humains, parce que je pense que l'être humain est un être social, ne pas se sentir seul malgré cette maladie rare, à expression variée. Donc l'autre petite fille porteuse du même syndrome ne sera pas forcément avec les mêmes difficultés dans une même grandeur, mais se comprendre à demi-mot, parler avec des personnes qui vivent la même chose, vibrer de la même chose, c'est quelque chose qui renforce. On a des liens, parce que le handicap et la maladie fait un peu le tri dans les relations humaines, et là on retrouve des gens avec qui on se comprend, et on fait des jolies choses. Montrer à notre enfant que le handicap ne nous a pas empêché de vivre et nous a ouvert les yeux sur une autre manière de vivre, montrer aux frères et sœurs, montrer aux autres familles qu'on peut être à l'aise avec ça, qu'on peut aussi pas accepter, en tout cas se construire avec ça, vivre avec. Et nous, à travers cette renaissance, on a créé le projet d'un événement sportif solidaire, l'Exaltante, le 11 juin à Villeneuve-d'Ascq, et c'est vraiment montrer aux autres familles et montrer à Nel dans un premier temps, voilà, qu'on est fiers d'elle, et que si ça nous empêche, si ça nous freine dans certains pans de notre vie, ça nous donne aussi l'élan de faire des choses que jamais notre vie nous aurait permis de faire sans que le handicap se soit invité chez nous, quoi. C'est pour ça que vous faites des rencontres de dingue grâce à Nel. Ce que vous évoquez, c'est une course, une marche à Villeneuve-d'Ascq, mi-juin, avec un objectif de 1000 dossards. Oui, on s'est fixé voilà. C'est la 3e édition cette année. On a fait 250 participants en 2021, un peu plus de 500 l'année dernière. On s'est fixé l'objectif qui, à mon avis, va être largement réalisé, de 1000 dossards cette année, et on inaugure la première édition de l'Exalt Hand. C'est une épreuve de trail, de course nature à allure libre pour les personnes en situation de handicap, accompagnées ou pas. Voilà. On vous retrouve sur votre stand, ainsi que certaines d'entre vous. On pourrait discuter des heures entières, mesdames et messieurs, de ces parcours de vie. Mais le programme est riche cet après-midi. Dans un quart d'heure, ici sur cette scène, spectacle de magie avec Charlie Potter. N'oubliez pas évidemment le concert de Sana à 18h30, 19h30. Pour l'heure, je vous prie de saluer comme il se doit nos invités sur ce plateau. Merci monsieur, merci mesdames, merci docteur, merci d'être venu nous voir cet après-midi. Si on voulait faire une photo, venez ici sous la lumière au centre de la scène. Et puis Charlie Potter, c'est dans quelques instants, mais si Davy et David, voilà, je vous laisse faire les photos avec notre docteur et nos intervenants. À tout de suite dans un quart d'heure pour ce spectacle de magie, et à 18h30 pour le concert de Sana. Merci à toutes et à tous.